Je suis ravi ce soir d'être avec vous pour parler d'hygiène de vie. Quelle hygiène de vie pour rester libre? Alors c'est une question qui peut paraître un peu bizarre parce qu'on voit pas forcément de lien entre l'hygiène de vie et la liberté, et pourtant il y en a un qui pour moi est évident, entre guillemets. Et je voudrais partir d'abord sur un constat, c'est que, enfin en tout cas pour moi, un tout petit enfant, il naît libre. Alors avec des guillemets quand même, parce qu'évidemment il est dépendant du lait de sa mère ou de ce que ses parents lui donneront s'il n'est pas allaité. Il ne peut pas se déplacer tout seul, il y a plein de contraintes, mais n'empêche qu'il y a une certaine liberté émotionnelle, par exemple. J'en reparlerai un tout petit peu après, mais un tout petit enfant, il n'a pas l'enfermement social qui va lui faire vivre les émotions comme un adulte. Hein, ceux qui sont en contact de petits ou qui ont des enfants savent de quoi je parle. C'est pas un tout petit enfant, il ne vit pas la joie, la tristesse, la peur ou la colère comme un adulte, pas du tout. Et d'ailleurs, il est intéressant justement pour ça. Bref, en tout cas, il y a cette grande liberté, mais au fur et à mesure, par l'éducation, via la culture, par tout ce que la société va nous amener, eh bien, on va perdre en liberté. Et ça passe notamment par tous ces apprentissages qu'on fait, qui peuvent être basés sur des mensonges. Alors, c'est pas tout qui est mensonge, c'est ça qui est compliqué, il faut faire des tris. Mais il y a quand même pas mal de mensonges. Et je parlerai surtout de ceux liés à la santé et à la médecine, évidemment. Mais n'empêche qu'il y a des mensonges, bien sûr, au niveau politique, je pense que vous êtes un peu au courant. Au niveau de l'économie également. Médecine, ça c'est un sujet juste énorme. Et puis même en histoire, d'ailleurs, tout petit clin d'œil, parce que j'ai lu ça récemment, c'est un bouquin que j'ai trouvé admirable. Il y a un Français, Sylvain Tristan, qui est prof d'anglais à la fac de Chambéry, qui s'intéresse à l'histoire depuis une dizaine d'années. Et en fait, il dit, en fait, ils nous disent que la Grèce antique, c'était il y a 2500 ans. En fait, non, c'était il y a 700 ans. Il y a un décalage de 1800 ans. Ça paraît aberrant, mais il a des arguments béton. Moi, je suis sur le cul, vraiment sur le cul. Voilà, pour être poli. Et je pense que je ferai une vidéo avec lui prochainement parce que c'est absolument fascinant et ça remet plein de choses en question, évidemment. Donc, il y aura un décalage de 1800 ans de la Grèce antique. Il y aura un décalage de 1150 ans avec l'Empire romain. Enfin bref, selon les différentes civilisations, il y a des décalages différents, ce qui rend les choses un peu plus compliquées et rigolotes en même temps. Mais c'est vraiment fascinant. Et dans tous les domaines, de toute façon, il y a des mensonges. Et ce qui est très intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, et comment je peux l'utiliser pour moi, en quoi ça m'est utile. Et peut-être aussi une autre question encore qui n'est pas forcément simple à répondre, mais pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils nous mentent là-dessus. Bon. Voilà. Alors, sur les mensonges en santé, il y en a que je dénonce depuis un petit moment déjà, et là on arrive bientôt au mois d'octobre, c'est le mois d'octobre rose, le dépistage du cancer du sein. J'ai fait une vidéo qui n'a jamais été censurée sur YouTube. Et voilà, j'ai eu plein de censures sur Covid, sur Sida, mais pas sur celle-là, elle est toujours là. Quasiment 500 000 vues sur un sujet vraiment très spécifique quand même, avec un cancérologue français, Gérard Delépine. Donc on dénonce, c'est très court, je crois que c'est ça, 15 minutes 30, l'arnaque Octobre Rose, donc du dépistage du cancer du sein, c'est assez hallucinant. Et ce qui est marrant, c'est que chaque mois d'octobre, elle revient des suggestions de vidéos et elle dépasse largement les autres vidéos faites par la propagande sur Octobre Rose. Donc c'est assez hallucinant et tant mieux. Et je pense qu'elle a malgré tout eu un petit effet et que, en tout cas, j'espère que moins de femmes se font avoir par cette terrible arnaque qui est faite au nom de leur santé et qui n'est pas pour leur santé du tout. Bon, je vous laisserai regarder parce que c'est tout un sujet, j'adore, mais c'est pas le sujet de ce soir. J'ai fait une autre vidéo aussi avec une radiologue française, Cécile Bourg, qui est à Metz, et qui elle aussi dénonce ça depuis des années. Puis évidemment, il y a quand même une égalité entre les sexes. Les hommes aussi se font arnaquer avec le dépistage de la prostate. Voilà. Bref, alors il y a aussi bien sûr plein de fausses croyances sur les bienfaits de la médecine moderne. Alors tout n'est pas acheté évidemment, il y a quelques pourcents à garder, mais pas tant que ça. Et donc voilà, on peut parler de ce qu'on appelle les effets iatrogènes, c'est-à-dire les problèmes causés par des traitements médicaux, que ce soit par des erreurs ou pas. Et même sans faire d'erreur, même en suivant un protocole comme il faut, un médecin peut vous faire beaucoup de mal sans s'en rendre compte et attribuer votre mal à la faute à pas de chance, la maladie ou un traitement qui ne fonctionne pas, ou bref, peu importe. Mais en tout cas, il y a en France, je ne connais pas les chiffres pour la Suisse, mais il y aurait au moins 70 000 morts de causes iatrogènes en France par an. Donc c'est la 3e cause de mortalité. Voilà. Alors après, très rapidement, parce que c'est pas le sujet non plus, mais bon, fausse croyance sur les masques. Bon, je pense que vous avez compris en gros que ça ne sert à rien les masques, que c'est un outil de soumission. Voilà, j'espère.
Voilà. Fausse croyance sur l'intérêt des vaccins. Alors, vous avez de la chance, en Suisse, il n'y a pas de vaccin obligatoire pour les petits, il me semble, à ce jour. En France, il y en a 11 et il y en aura un 12e au mois de janvier. Donc, on a un pays très avancé dans le totalitarisme. Et les vaccins, pardon ? Alors, c'est pas une obligation et c'est pas présenté comme un vaccin. Mais ils mettent la pression sur les femmes. Alors, en fait, la méthode est toujours la même. On s'attaque à des personnes très vulnérables ou qui n'ont pas le choix. Donc, c'est soit les petits-enfants, soit c'est les personnes en maison de retraite, soit des gens qui veulent garder leur boulot, genre des soignants, et on leur fout la pression pas possible. Et donc là, effectivement, il y a le Beyfortus qui est présenté comme genre, c'est pas un vaccin, c'est pour prévenir la bronchiolite, etc. Mais bon, c'est une autre saloperie, comme il y en a déjà plein. Et c'est une expérimentation, en fait, sur les nourrissons, tout simplement. Et il y a Hélène Banoun en France qui a pas mal bossé dessus et qui a montré à quel point c'était un médicament vaccin très très problématique. Bon, après, moi, il y a des bouquins que j'adore, là, celui-là notamment, Vaccination à la grande désillusion, qui s'appelle Dissolving Illusions. Et très rapidement, voilà, ça nous montre que pour à peu près toutes les maladies pour lesquelles on a des vaccins, le vaccin arrive quand en gros la maladie n'est même plus un sujet. Donc là, c'est le cas de la rougeole. On introduit le vaccin en 1963 et par rapport au début du XXe siècle, il y a déjà quasiment 99% de diminution du taux de mortalité lié à ce vaccin. Donc en gros, le vaccin arrive après la bataille et on dit c'est grâce au vaccin qu'on a fini avec la rougeole. Et puis, ce qui est intéressant de regarder, c'est un peu comment la mortalité associée, par exemple, à la coqueluche, en Angleterre et au Pays de Galles, est à peu près les mêmes courbes que la mortalité associée au scorbut. En fait, on se rend compte que la quasi-totalité des maladies dites infectieuses sont liées à des problèmes d'alimentation, des carences alimentaires, des problèmes d'hygiène, des problèmes de pauvreté, etc., etc. C'est pas les vaccins qui améliorent quoi que ce soit. Après, alors ça c'était le sujet d'il y a 2 mois, d'ailleurs je refais la conférence avec Pierre Chaillot après-demain en Alsace, au nord de Strasbourg, donc vendredi soir à 20h, pour ceux qui se baladent là, dans la région. En tout cas, voilà, donc ça c'est un bouquin que j'adore aussi et je pense que j'en parlerai de plus en plus, Virus Mania, et ça remet en question l'idée que des virus seraient la cause de maladies et en fait pour quasiment toutes les maladies dites virales, on peut éliminer le virus et on peut expliquer les choses sans du tout faire intervenir cette notion de virus. D'ailleurs, je précise que le mot virus en latin, ça veut dire poison. Donc on a détourné le mot, on a détourné la signification du mot pour attribuer ça à une particule supposée nanoscopique qu'on n'arrive à voir que quand on fait ce qu'on appelle une isolation. Alors quand on dit isolation en virologie, c'est pas une vraie isolation. En fait, c'est une culture cellulaire sur des cellules de singes, de reins ou des cellules cancéreuses. Et après, on met plein de produits chimiques. Et puis à la fin, on fait une photo après avoir séché, coloré, enfin fait plein de manipulations. Et on dit voilà, on a isolé un virus. Enfin, ça n'a aucun rapport avec une isolation. Mais en tout cas, voilà, c'est un énorme sujet et c'est passionnant. Voilà. Et puis, comme si on remet en question les virus, et notamment le virus du sida, moi, je m'amuse à faire des vidéos dessus pour expliquer ma compréhension de ça. Là, YouTube n'aime pas ça, ils n'aiment pas du tout. L'AFP non plus, enfin l'agence France Presse non plus n'aime pas du tout. Et donc voilà, ils m'ont bien fact-checké là-dessus en ressortant des sophismes qui sont, c'est l'OMS qui a raison et l'OMS dit ça, point, voilà. Donc, petit rappel, alors bien sûr, ça ne concerne pas une minorité de médecins que j'admire parce qu'ils ont le courage de remettre en question leur formatage, mais malheureusement, l'écrasante majorité est, j'ai envie de dire, au service de Big Pharma d'une certaine manière, et sans le savoir, et c'est ça qui est tragique, c'est que c'est pas qu'une histoire d'argent, c'est surtout une histoire de contrôle. Et je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas ça. La médecine moderne est un outil de contrôle. C'est ça. C'est pas fait pour vous soigner réellement. On empêche alors plus ou moins selon les pays. Ici, il y a un peu plus de liberté. Mais la France est un pays où vraiment la médecine est utilisée de façon vraiment autoritaire. Les personnes qui sortent du dogme sont des hérétiques, qui sont pourchassés, qui sont condamnés, qui sont emprisonnés, qui sont emmerdés comme pas possible. Des médecins qui ne prescrivent pas suffisamment vont avoir des gros problèmes en France. Un médecin qui prescrit pas assez d'antibiotiques, on va l'appeler, on va dire ça va pas, là, il y a un problème. Vous bossez mal. Et ils vont avoir des pressions, ces gens-là. On peut les suspendre. Donc, ça va très, très loin. Et je félicite et j'admire les médecins qui arrivent à sortir de ça ou à continuer à pouvoir travailler librement. Mais c'est malheureusement très, très rare, en tout cas en France.
Ici, c'est moins le cas. Et puis, il y a d'autres pays où carrément, il y a beaucoup plus de liberté. Je suis en contact avec des médecins en Algérie. Pour le coup, il y a une liberté quasiment totale. C'est hallucinant. Donc, c'est de l'autre côté de la Méditerranée. Il y a des gens qui ont des compétences incroyables et ils parlent librement. Ils ont des accords avec le ministère de la Santé algérien. Enfin, c'est complètement fou. C'est inimaginable pour un Français. Voilà. Mais ça existe. Voilà. Donc, il y a de l'espoir quand même. Voilà. Alors, donc, malheureusement, ce côté scientiste et sectaire de la médecine actuelle moderne fait arriver à des extrémités, du type ce genre de phrase qu'une amie qui est médecin française homéopathe, d'ailleurs, elle est maintenant présidente de la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations, elle s'appelle Martine Gardenal, très sympa et super chouette. Elle m'a dit qu'elle a entendu une fois une médecin à la télé dire ça. Elle a dit « Je préfère mourir scientifiquement qu'être guéri de façon charlatanesque ». Vous voyez le degré de formatage pour arriver à ce genre de phrase. C'est hallucinant. Et là, c'est vraiment, ça montre l'emprise sectaire, vraiment, c'est une emprise sectaire, des adeptes de cette secte scientiste qui se réclament de la médecine moderne. Voilà. On peut sortir de la secte, heureusement. C'est du boulot, mais on peut. Et donc, voilà, si on veut résister et rester libre longtemps, on doit s'occuper de sa santé et en devenir le responsable sans déléguer cette responsabilité à autrui. Alors, dans la mesure du possible, évidemment, puis il y a des choses qu'on va apprendre toute sa vie, mais n'empêche qu'à la fin, la décision, ça doit être nous. Ça doit pas être « ah bah je sais pas » et puis fort de mon ignorance, c'est l'autre qui décide pour moi. Ça, c'est vraiment, c'est la posture caractéristique du patient. Donc le patient, qu'est-ce qu'il fait? Il patiente, il attend qu'on lui donne tout cru la solution qui est souvent une mauvaise solution pour lui. Et puis après, en fait, il souffre des conséquences de cette déresponsabilisation. Moi, mon idée, c'est vraiment que, j'ai envie de dire, surtout en tant que résistant, il s'agit vraiment de se réapproprier sa santé et de se réapproprier les moyens d'être en bonne santé. Parce que voilà, on a une vie à vivre, on a des choses à faire, on a une joie à incarner, et puis il y a des événements aussi autour de nous qui nous poussent, qui viennent nous tester en permanence. Et ça, c'est une partie très importante du combat entre guillemets. Il peut être très lumineux ce combat, mais en tout cas, c'est une partie importante de ce combat. Alors voilà. Alors maintenant, comment on fait pour cultiver une bonne santé mentale et émotionnelle? C'est ma deuxième partie. Après, je parlerai de plutôt le côté physique. Alors. Vous avez tous vu, je pense, que la majorité des gens sont très sensibles au discours dominant et ils se laissent très facilement manipuler par la peur. C'est une phrase de Machiavel, c'est celui qui contrôle la peur des gens est le maître de leur âme. C'est exactement ça. Les politiques le savent, donc ils utilisent cette peur en permanence. Elle en a parlé tout à l'heure, Isabelle. On fait peur, changement climatique, le terrorisme, une attaque au couteau. Pardon ? Troisième guerre mondiale, on est peut-être déjà dedans d'ailleurs. Bon, je ne vais pas en rajouter, mais mais bon, peu importe. Il y a toujours une bonne raison d'avoir peur. Et ceux qui n'ont pas peur sont des méchants. Alors ça, c'est nouveau ça. On a eu ça, des rassuristes. Ah oui. Donc il y a, oui. Moi, certaines personnes en France, des médecins, le premier qui a été accusé d'être un covido-rassuriste. C'était Laurent Toubiana, un statisticien, qui a dit en fait, il se passe rien, en gros, circuler, il n'y a rien à voir, en gros. Et non, rassuriste. Lui, c'est un méchant rassuriste. En plus d'être complotiste d'extrême droite. Alors, antisémite, c'est un peu dur parce qu'il est juif, mais bon, on le garde au cas où. Voilà. Bon, peu importe. Alors, je reviens sur ce terme de covido-rassuriste. Donc, c'est un terme qui a été créé par le journal Libération, que j'appelle l'Aberration maintenant. Un journal français qui se dit de gauche, qui est un journal totalitaire, clairement, comme tous les journaux en France. Et donc, ils ont parlé de rassuristes, c'est-à-dire des personnes qui remettraient en question la dangerosité de ce qui a été appelé Covid. Voilà. Parce que il faut pas sortir du dogme et de l'idée que on a vécu pendant 2 ans. Tout d'un coup, c'est tombé au moment de l'Ukraine. D'ailleurs, j'avais fait un tweet qui avait eu beaucoup de succès à l'époque. J'avais dit Poutine devrait avoir le prix Nobel de médecine parce qu'il a arrêté une pandémie en 1 jour. Voilà. C'est vrai. Personne n'a été. Qui a réussi ça avant d'arrêter une pandémie comme ça en 1 journée? Moi, je connais pas. Bon, après, ça ne fait pas. Alors, attention, je ne suis pas pro-Poutine du tout. Tout de suite, j'ai été accusé d'être un pro-Poutine, agent du Kremlin, etc. C'est pas du tout le cas. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai été invité par des médecins entre guillemets complotistes à Saint-Pétersbourg en Russie. Je peux vous dire que la totalité, 100%, était anti-Poutine. Tous. Ça calme les gens là en France qui pensent ah Poutine va nous sauver ou je sais pas quoi. Non, certainement pas. Bon. Voilà. Donc bref, en tout cas, pour revenir à mon sujet, se libérer de la peur, c'est indispensable pour sortir de ce type de manipulation. Donc si vous arrivez à être sensible, à être influencé par la peur qu'on dirige contre vous par les médias,
ils ont déjà gagné une grande partie de l'affaire. Voilà. Donc, il faut savoir sortir de la peur. Sauf que, comment on fait pour sortir de la peur? Alors, je vais parler de ça. Non, je vais en parler maintenant. Alors, j'ai beaucoup travaillé sur les émotions. D'ailleurs, j'ai un petit livre là-bas sur le sujet. Et j'ai découvert plein de choses sur les émotions à la naissance de ma fille, en 2009, de ma fille aînée. Ensuite, j'ai lu des bouquins incroyables sur les émotions des bébés, notamment un livre d'une Suisse-américaine, d'ailleurs, Aletta Solter, qui a écrit « Pleurs et colère des bébés, une approche révolutionnaire ». Et donc, j'ai cheminé avec ce questionnement sur les émotions et je me suis ensuite formé notamment avec Christian Thalschaller, qui est un médecin suisse, franco-suisse, que vous connaissez peut-être, qui était à Genève à une époque. Et donc, je vais vous rappeler, pour ceux qui connaissent, peut-être que vous avez déjà vu, ceux qui ne connaissent pas n'auront jamais vu ça, mais il explique comment vivent la peur, comment les gens vivent la peur selon d'où ils viennent. Donc, la question qu'il a posée, c'est un occidental, ça ressemble à quoi la peur? Si vous faites la peur, c'est quoi? Alors, je vais vous montrer, je vais essayer de ne pas faire trop de bruit. Donc, quelqu'un qui vit la peur en Occident, il va vivre ça comme ça. Voilà, donc il a inspiré la peur, elle est bien rentrée, elle est bien partout. Et il demande à quelqu'un, disons dans un peuple où les gens vivent la peur de façon naturelle et logique, et c'est pas du tout pareil. Je vais vous montrer comment ça fait. Il fait comme ça. Vous voyez, ça rentre, ça sort. Il y a un mouvement, émotion, mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. C'est logique, hein. C'est même dans le mot. Hein. L'étymologie du mot émotion, ça part de mouvement. Et nous, en Occident, on a le mot, hein, c'est écrit dedans. Hein, c'est pas compliqué d'aller chercher ce que ça veut dire ce mot. On a le mode d'emploi, mais on a oublié. Parce qu'on nous a dit, bah non, les émotions, ah non, on les cache, faut pas montrer ça. Hein. Et puis on nous apprend à tout retenir, à être un enfant sage à l'école, à bien rester assis, à pas faire de vagues, à être bien poli. Alors la colère, c'est pas beau. Puis une femme, elle a pas le droit d'être en colère. Un homme, il a pas le droit d'être triste. Hein. Un homme, il a pas le droit de pleurer. Une femme a le droit de pleurer, mais pour certaines choses, pas tout. Enfin, il y a beaucoup de codes comme ça qui sont complètement inconscients, hein, mais c'est une réalité. Alors, il y a certains moments rares où, socialement, on peut montrer ses émotions, notamment type match de foot, élection, des choses comme ça. Mais c'est pas, voilà. Autrement, interdit. Hein. Vous n'avez pas le droit, en public, de vivre vos émotions. C'est interdit. Alors, voilà, moi j'enseigne comment vivre ça, évidemment, pas dans la rue, pas pendant un repas de famille, pas avec vos collègues à la machine à café, mais n'empêche qu'on peut aussi mettre en place ce que j'appelle une hygiène émotionnelle. Voilà. Et ça passe par l'extériorisation des émotions dont je vais parler juste après. Et donc, pour se libérer de la peur, l'idée c'est de la vivre complètement. Mais la vivre complètement, quand on vit une émotion complètement, c'est pas désagréable, c'est pas long, c'est pas difficile. J'ai envie de dire même, c'est enfantin. On a tous su faire ça quand on était petit. Tous les petits enfants du monde entier, quelle que soit leur culture, quel que soit leur niveau social, ont tous les mêmes façons de vivre leurs émotions. C'est après le conditionnement social qui va faire qu'à partir d'un an et demi ou 2 ans, ils vont commencer à cadenasser et à vivre différemment les choses. Mais un tout petit bébé, partout dans le monde, il vit les émotions exactement de la même manière. C'est inscrit dans notre ADN. Il n'a même pas vu un autre le faire, il ne copie pas. C'est comme ça, c'est en nous. Simplement, on va apprendre au fur et à mesure à ne plus vivre les émotions naturellement. Et ça, c'est ça le problème. On est devenu quelque part, entre guillemets, des handicapés émotionnels. Voilà. Et donc là, l'idée, c'est de se réapproprier cette connaissance intime de comment fonctionnent les émotions et de les vivre par le corps. C'est la meilleure porte de sortie des émotions. Voilà. Donc voilà, alors je l'ai dit tout à l'heure, il y a plein de sources de stress tout le temps, et ce qu'il faut, c'est quelque part cultiver le bon stress, qu'on appelle le E-stress, L''EU stress, là, U-stress en anglais, c'est-à-dire le bon stress, le stress juste. Parce que bon, s'il y a zéro stress, le calme total, en fait, il ne se passe rien. C'est pas forcément le but de la vie, quoi, qu'il ne se passe rien du tout. Le stress, donc c'est le bon stress, et puis la détresse, distress en anglais, c'est ça, c'est entre guillemets le mauvais stress. Alors mauvais, il ne s'agit pas de l'éviter à 100%, parce qu'on ne va pas sortir en scaphandre pour éviter tout choc ou entouré de trucs gonflés. C'est pas ça l'idée. C'est juste que quand on vit peut-être de temps en temps des moments qui vont nous stresser et nous faire aller de ce côté-là de la courbe, avec un niveau de stress élevé et qui va nous atteindre, et c'est pas grave. On vit pleinement l'émotion qui génère ce stress et après on est bien. On revient naturellement
au milieu, le stress. Voilà. Et ça, ce que je dis, c'est très important parce que quand on est comme vous, là, bah, voilà, on est passé par cette période compliquée. Il y a des gens qui n'ont pas été impactés par ça, Covid, parce que bah, ils croyaient tout ce qu'on leur disait à la télé. Bon, ça a généré de la peur et de l'angoisse. Mais après, ils étaient rassurés. Ils se disaient, ah, c'est bon, il y a des gens qui s'en occupent. Je suis en sécurité chez moi avec mes 3 masques. Ah, je me sens bien. Ah, puis en plus de ça, j'ai de la chance. J'ai un rendez-vous là avec mon médecin pour un vaccin. Ah, ça me fait vraiment du bien. Puis j'en ferai tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Vraiment, c'est super que les autorités s'occupent bien de moi comme ça. Il y a quand même pas mal de gens qui ont pensé comme ça. Bon, j'exagère un petit peu, hein, évidemment. Mais il y a quand même des gens qui ont pensé comme ça. Quand on a compris que c'était une grosse arnaque, bah en fait, c'est stressant, quoi, parce qu'on se dit là, si un gouvernement nous fait un truc comme ça et que j'ai pas le droit de le dire, si je le dis, je me fais censurer ou je me fais rabrouer par mes collègues ou par mes voisins ou par ma famille, ça crée une situation qui est très inconfortable. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a été mal vécu par la plupart des résistants, c'est-à-dire que, ben, comme tous, vous n'avez pas appris, enfin en tout cas, vous n'avez pas appris à vivre vos émotions naturellement, vous avez appris à les cadenasser, vous êtes devenus un peu des champions, des athlètes de la retenue des émotions. Et ben, l'idée, c'est que nous, comme on a vécu ça, on s'est pris en pleine poire toutes ces bêtises-là de Covid, ben, l'idée c'est qu'on puisse savoir quoi faire de ces émotions et les lâcher régulièrement. Et c'est pas compliqué, un enfant sait le faire, mais n'empêche que nous aussi, on doit réapprendre cette hygiène émotionnelle qu'on savait faire tous petits. Hein. Et donc voilà, ma façon de faire, c'est de les vivre, les émotions pleinement avec son corps. Et quand on peut faire ça, après on peut prendre du recul et changer de perception. Mais tant qu'on ne l'a pas fait, c'est très compliqué. On est enfermé dans la colère, la tristesse, la peur, peu importe, toutes ces émotions mélangées qui nous rendent pessimistes quelque part, qui nous font voir les choses de façon très noire. Mais une fois qu'on a lâché nos émotions et qu'on les a vécues pleinement par le corps, j'ai envie de dire, ok, ça ne retire pas le fait que ce qui se passe actuellement est compliqué, c'est inquiétant, bien sûr, peut-être que c'est la 3e guerre mondiale, peu importe, mais n'empêche, on peut quand même vivre ça de façon agréable. Enfin, c'est pas incompatible. On peut traverser plein de choses d'une façon qui soit pas assommante. C'est possible. C'est possible quand on sait lâcher ses émotions. Voilà. Et donc, alors, ça j'ai mis ça là parce que si jamais des gens qui sont plutôt du côté trop de calme, là, le côté gauche de la courbe de tout à l'heure, bon, c'est bien d'avoir des petits challenges. Bon, la vie, normalement, elle en donne déjà pas mal. Enfin, dès qu'on est vivant, on a des challenges normalement dans la vie. Si on a une famille, si on a un travail, peu importe, enfin, ou une vie même, tout simplement, si on vit, on a des challenges. Voilà. Alors, l'idée, c'est d'accepter ce que la vie nous propose et puis de naviguer avec ça et d'apprendre plein de choses en même temps. Et alors, je vais dire cette phrase-là, c'est complètement mis de côté. Mais on va tous mourir. Vous saviez, enfin, c'est pas un scoop, hein, on va tous mourir. Alors, le plus tard est le mieux, entre guillemets, enfin, ça dépend comment on vit le reste de sa vie, mais en tout cas, on va tous mourir, et s'en rappeler régulièrement, ça fait du bien, et ça fait qu'on vit vraiment. Parce que ceux qui ne vivent pas pleinement, souvent, c'est les gens qui ne pensent jamais à la mort. Et du coup, c'est complètement hypothétique, c'est une image lointaine, mais en tout cas, avoir cette pensée, ça ne veut pas dire que vous pensez toujours à la mort, hein, c'est pas ça que je dis. Mais n'empêche que se rappeler de temps en temps, ah ouais, en fait, tout pourrait s'arrêter comme ça. Et ça peut nous permettre de beaucoup plus profiter de la vie et d'être vraiment bien là, bien dans sa vie et j'ai envie de dire presque même content de pouvoir expérimenter tout ce que l'univers nous permet d'expérimenter, qui est extraordinaire. Voilà. Et j'ai envie de dire aussi, alors ça c'est ma façon de voir les choses, mais bon, peut-être que des gens verront les choses autrement. Pour moi, la vie reste un jeu. Alors peut-être sérieux, peut-être compliqué. En plus, on ne connaît pas bien les règles. Elles sont écrites nulle part, les règles. C'est compliqué, hein, c'est sûr. Hein. Mais n'empêche qu'on peut la vivre comme un jeu aussi. Voilà. Moi, par exemple, Covid, j'ai dit, je me casse. C'est un pays de fou où je suis là. Je traverse l'Europe et je vais habiter en Estonie. Voilà. Je suis allé habiter en Estonie, au nord-est de l'Europe. J'ai jamais mis les pieds dans ce pays. J'ai fait 2 jours et demi de voiture pour aller là-bas avec ma famille. Enfin, voilà. Mais c'était un challenge. Moi, je me suis dit, très bien. Profitons de cette opportunité pour vivre autre chose dans un pays moins fou. Voilà. Alors, on peut vivre ça, on peut faire plein de choses différentes, mais j'ai envie de dire, il n'y a rien qui est statique, qui nous impose de faire des choses. Il y a plein de gens qui ont dit, ah oui, mais j'avais pas le choix. On a tout le temps le choix. On peut faire des choix en permanence. Après, qu'est-ce qu'on décide de faire ou pas, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, les choix, on en a plein.
Et puis voilà, donc alors, extérioriser ses émotions, bien sûr, voilà, c'est très utile aussi quand on subit des restrictions, comme j'ai dit tout à l'heure, de liberté notamment, ou des pressions. Alors les pressions, ça peut être sur les réseaux sociaux, du harcèlement. Bon, moi, j'étais un peu exposé sur les réseaux. Parfois, je me suis pris des attaques, tout d'un coup, des centaines de personnes qui m'insultent de tous les noms. Bon, je connaissais déjà avant Covid, avec le dépistage du cancer du sein, j'avais déjà reçu pas mal de messages de charlatans, criminels, ordures, etc. J'en ai eu pas mal. Mais il n'empêche que quand on reçoit ça pour la première fois, ça fait bizarre, ça remue un peu. Surtout ceux qui n'ont pas cette approche, je pense, parce que quand on a toute cette haine qui nous arrive dessus, si on ne sait pas quoi en faire, il y a des gens, ils arrêtent. Hein. Il y a des gens, ils déconnectent. Ils disent si c'est comme ça, je ne ferai plus de vidéos, j'arrête Twitter, j'arrête je sais pas quoi. Non, moi, au contraire. Moi, je dis pas que ça m'atteint pas. Ça m'atteint, je lâche, et après, je reviens, et je suis content. Vous voyez, mais il y a un petit mécanisme à mettre en place quand même avant. Bon, voilà, on parlait de pression de la famille aussi. Hein. J'ai discuté avec plein de gens qui se sont fait embêter par leur famille pendant Covid, les parents qui voulaient forcer à ce que les gens se fassent vacciner ou à faire un test pour venir à un repas, enfin des trucs complètement absurdes. Et puis les autorités aussi. Hein. Voilà. Bon. Est-ce que j'en parle ou pas? Ouais, allez, j'en parle. J'ai reçu un courrier en Estonie, fin avril, pour une convocation par la police française au mois de juillet. Donc j'y suis allé. Et ce n'était pas une convocation simple, c'était une convocation de garde à vue. Donc j'ai été placé en garde à vue au mois de juillet. J'ai même, voilà. Alors j'avais déjà une petite expérience avec la police, parce que j'avais été convoqué en 2016, à l'époque où j'étais à Nantes, au commissariat. Alors c'était cool à l'époque, mais là c'était une garde à vue, c'est l'étape au-dessus. Alors bon, j'en parlerai peut-être un peu plus en détail dans le livre que je vais bientôt faire sortir. Mais voilà, donc voilà, il faut lâcher ses émotions, sinon comme on arrive à sa garde à vue, on est dans un état pas possible. Moi, je sais que j'ai ce genre d'événement, voilà, ma vie me fait vivre ce genre d'expérience. Très bien, je prends ce qu'il y a à apprendre. J'ai décidé d'y aller, j'étais cool. Bon, oui, j'ai vu un flic en face de moi, qui me parle comme un flic, hein, donc pas sympa du tout. Hein, il est là pour nous faire passer un sale quart d'heure. J'ai testé ce que c'est que d'être dans une cellule pendant quelques heures, voilà, très intéressant. Elle était propre, je précise. mais bon, voilà, c'est une expérience et tous on peut avoir Alors, je dis pas que vous êtes... Alors maintenant, c'est vrai que je rencontre de plus en plus de gens qui ont déjà fait des gardes à vue, c'est nouveau. Avant, j'y connaissais rien, maintenant je connais. Pour plein d'autres sujets différents, même pas de santé. Mais bon, c'est rigolo que ça me fasse découvrir ce genre d'univers que je connaissais pas du tout avant. Ça s'est bien passé, je sais pas ce que c'est la suite, hein, peu importe. Mais en tout cas, voilà, on peut avoir plein de pression en permanence. Et puis peut-être que les événements actuels vont peut-être faire que tous, à nos niveaux, on va peut-être avoir des pressions quelles qu'elles soient. Et j'ai envie de dire, c'est d'autant plus important d'être autonome d'une certaine manière par rapport à sa vie émotionnelle et sa vie mentale, on va dire. Parce que nos émotions vont influencer nos pensées énormément, évidemment. Voilà. Voilà, donc décharger cette tension, c'est sainement, c'est crucial, et j'ai envie de dire, surtout chez les résistants. Surtout chez les résistants. Voilà. Alors maintenant, comment cultiver une bonne santé physique? Alors je fais une petite transition, on a parlé de décharger les émotions. Alors il y a de multiples façons de cultiver sa santé, et il y en a une qui je trouve très intéressante, que j'ai vraiment découverte en profondeur récemment, c'est la connexion à la Terre. Alors, la connexion à la Terre, ça peut paraître complètement ésotérique. En fait, c'est pas du tout ésotérique. Hein. Ça veut dire se connecter électriquement à la Terre. Électriquement. Parce qu'on a un potentiel électrique, et puis la Terre, elle a un potentiel électrique. Et quand on a des semelles en caoutchouc, quand on vit dans une maison avec un parquet en bois ou en lino, ou qu'on est à un étage, on n'est pas connecté à la Terre. Donc, on a un potentiel électrique qui n'est pas le même que celui de la Terre. Et il se trouve que c'est bien pour la santé, c'est bon pour la santé d'être connecté à la Terre. J'en parlerai un tout petit peu après. Et donc, je parlais juste avant de décharger ses émotions. Et en fait, là, avec la connexion à la Terre, il s'agit de décharger ses charges positives en récupérant les électrons du sol. Voilà. Donc, on récupère des charges négatives du sol, des électrons. Ça se fait tout seul, hein. Dès qu'on met le pied sur le sol, sur la Terre, direct, on récupère des électrons. Alors, si on fait ça 10 secondes, c'est pas beaucoup, c'est déjà mieux que rien. L'idée, c'est de faire au moins 20 minutes par jour, et même plusieurs heures si on peut. Naturellement, on devrait être connecté à la Terre en permanence, en fait, idéalement. Et d'ailleurs, non, j'en parlerai, si je vais le dire comme tout de suite, j'en parle un petit peu après, mais quand on part en vacances, il y a plein de gens qui vont à la plage, au bord de la mer, etc. Et en fait, plein de gens pensent « Ah oui, ils vont mieux parce que on recharge ses batteries parce qu'on est au soleil ». Pas que.
Vous rechargez vos batteries parce que vous étiez au soleil? Oui, effectivement, plus de vitamine D. Mais si vous êtes à la plage sur une serviette pas synthétique, en tissu normal, ça suffit, et vous êtes connecté directement à la Terre, vous récupérez des électrons. Quand vous vous baignez dans l'océan, super connexion, vous êtes en plein, c'est un liquide conducteur, l'eau salée, c'est très conducteur, vous récupérez plein d'électrons et vous faites de la connexion à la Terre. Et donc, on recharge ces batteries de différentes façons. Et peut-être qu'on recharge encore plus ces batteries par cette connexion à la Terre que par le Soleil. Bon, les deux sont très bien sûr. Alors, s'inspirer des zones bleues, c'est une autre façon de cultiver sa santé. J'en parlerai un peu plus tard de ce que c'est que les zones bleues. Ce n'est pas des zones de parking, c'est autre chose. Voilà. Boire de l'eau de mer. Ouais. Et ouais, je vais en parler après. Ça, c'est un sujet incroyable. On peut revenir aussi à des remèdes simples. Chlorure de magnésium, plantes, etc. Chlorure de magnésium, ça coûte 3 francs 6 sous, ça coûte rien du tout. Et pourtant, c'est un remède extraordinaire. Si vous commencez à avoir des symptômes un peu grippaux, je sais pas quoi, vous buvez une eau avec 20 grammes de Nigari, ça s'appelle du Nigari, la forme naturelle qu'on trouve au magasin bio. Vous buvez 1 litre sur la journée, quand vous êtes malade, ça déclenche la diarrhée. Au moment où vous avez la diarrhée, vous êtes guéri. En gros, c'est ça. C'est hallucinant. Ah, c'est hallucinant. Après, bon, voilà. On a le temps d'aller aux toilettes. Hein. Voilà. Et puis, on peut aussi faire des dosages thérapeutiques, prendre certaines vitamines et minéraux avec des dosages thérapeutiques, avec ce qu'on appelle la médecine orthomoléculaire. C'est très intéressant. Je trouve que ce n'est pas assez connu en francophonie, et j'en parlerai un petit peu après aussi. Voilà. Alors, je reviens sur la connexion à la Terre. Donc, on appelle ça en anglais le earthing. Alors, là, je vous montre une photo qui montre que c'est pas une histoire que, comme je vous ai dit, quand on parle de connexion à la Terre, les gens pensent à un truc un peu ésotérique, ou bien peut-être que depuis, moi, je connaissais comme ça la notion de marcher pieds nus le matin dans l'herbe, le matin avec la rosée. Super. Si on n'a pas de jardin, c'est un peu compliqué. Si c'est l'hiver et qu'il fait -5, c'est un peu compliqué aussi. Enfin, c'est pas... Bon, d'accord, c'est pas toujours compliqué. J'ai vécu à Tallinn, hein, j'ai eu du -20 pendant un petit moment. Donc, voilà. Mais voilà. En tout cas, il y a pas mal de contraintes. On peut faire très simple, mais on peut faire plus compliqué, entre guillemets, avec des appareils, des choses qui sont reliées à la Terre. Disons que dans chaque maison, il y a des prises de terre. Des maisons modernes en tout cas, c'est la 3e, alors je ne sais plus comment c'est en Suisse exactement, je crois que c'est une fiche qui sort aussi comme en France. Non, c'est à l'intérieur. Ok, bon, en tout cas, il y a ce qu'on appelle un circuit de terre qui n'est pas connecté au réseau électrique, en fait c'est parallèle, et en fait cette terre dans les prises électriques, elle est reliée à un piquet dans le sol, un piquet qui est sous le bâtiment, sous la maison, et donc qui fait que c'est une sécurité supplémentaire pour les systèmes électriques. Et donc quand on va brancher une prise spéciale avec, disons, 2 encoches en plastique, donc pas conductrices dans les prises de courant, et là pour le coup une prise en métal qui est connectée à la prise de terre, eh bien on peut avoir un appareil qui est connecté à la terre. Et c'est comme ça qu'on protège des équipements électriques, des frigos, des télés, enfin plein de types d'équipements, avec ces prises de terre. Et soi-même, on peut se connecter à la Terre, par exemple, avec des matelas, des surmatelas qui sont connectés à la Terre. Donc c'est un surmatelas en tissu, avec des fils d'argent ou de cuivre, qui est dans le matelas, qui fait que quand on s'allonge sur son matelas, eh bien, on va être connecté à la Terre. Et donc là, cette image, elle montre un monsieur de 85 ans qui avait des douleurs chroniques au dos, à l'épaule, et on voit sur l'image de gauche les flèches qui indiquent des zones. En fait, ça mesure la température. Et on voit que la température, elle est plus élevée à certains endroits, des endroits où lui se plaint de douleur. Ça montre la douleur qu'il a, une douleur chronique à l'épaule et au dos. Et au bout de 48 heures, on voit que ces zones-là ont complètement diminué. Et il dit que déjà, au bout de 48 heures, sa douleur, elle a diminué de 50%. Bon, c'est très subjectif, évidemment, mais en tout cas, il sent que ça a changé. Et ça, c'est au bout de 2 nuits seulement. Donc 2 nuits dans un lit connecté à la Terre. Et au bout de 4 semaines, et là, il dit, en fait, j'ai plus de douleur, c'est fini. Voilà. Par une connexion. Il a rien fait. Alors, moi, je suis à fond sur les histoires d'alimentation, mais c'est même pas une histoire d'alimentation, là. C'est juste une histoire d'avoir dormi sur un lit avec un surmatelas connecté à la Terre, donc un surmatelas spécifique, branché à la prise de terre. Donc moi, je trouve ça hyper intéressant, et il se trouve que la connexion à la Terre a plein d'effets anti-inflammatoires, puisque les électrons ont cette action anti-inflammatoire, et puis c'est également un fluidifiant du sang, naturel, hyper simple.
Enfin, il y a plein de propriétés, c'est juste énorme. Donc ça, c'est un sujet que j'ai abordé avec... moi, j'ai eu un invité dans le cadre de ce que j'appelle mon club privé santé. C'est au mois de mai, il me semble. C'était... alors, c'est marqué où? Oui, bon, voilà, c'est écrit en petit, là. Mais c'est Gaëtan Chevalier. Il me fallait un francophone parce que je fais mes vidéos en français, hein, en tout cas celle-ci. Et donc, c'est le directeur d'un institut de recherche sur le earthing, basé en Californie. Et donc, c'était mon invité. Et lui, il a écrit la préface et il a fait des expériences avec Clinton Ober, qui est l'Américain qui a redécouvert cette connexion à la Terre et les bénéfices pour la santé. Lui-même avait je ne sais plus quelle pathologie très invalidante et il travaillait dans les réseaux, le câblage électrique ou quelque chose comme ça. Et un jour, il a compris quelque chose par rapport à la mise à la Terre. Il a fait un test, il a mis du ruban adhésif, mais métallique, comme on peut utiliser pour des chaudières. Il a mis ça sur son lit. Il a mis un fil de cuivre qu'il a planté ensuite dans son jardin. Et en fait, il voulait faire des expériences. Il était allongé sur son lit. Il avait tellement de douleurs qu'il n'arrivait pas à s'endormir. C'était des douleurs énormes. Et il a fait des expériences avec son voltmètre pour voir un peu ce qui se passait. Et il voyait que ça faisait diminuer son potentiel électrique. Et en fait, il s'est endormi alors qu'il n'avait pas fini ses expériences, alors qu'il souffrait d'insomnie grave depuis des semaines. Donc, vous voyez, on peut avoir des effets très intéressants comme ça sur la santé par le simple fait d'être connecté à la Terre. Parce que c'est quelque chose de naturel. Et on a, par notre mode de vie, par nos chaussures et par plein de choses comme ça, on se déconnecte de la Terre et ça pourrait être un problème pour beaucoup de gens. Après, on est plus ou moins sensible aussi. Moi, il se trouve que je travaille beaucoup sur ordinateur, donc je me charge toute la journée, sauf si je mets mon ordinateur à la Terre. Pour ça, il faut avoir un petit dispositif, parce qu'un petit Mac comme ça, il ne l'est pas, par exemple. Bref, et on peut avoir des tapis qu'on met sous ses pieds quand on travaille à l'ordinateur, des tapis reliés à la Terre, ou bien des petits coussins sous les fesses, etc. Enfin, il y a plein de façons de se connecter à la Terre comme ça. Après, bien sûr, si on sort marcher dehors pieds nus, ou là j'ai des sandales qui sont connectées à la terre aussi. Bon, si je marche sur une route en macadam, ça ne marchera pas, hein. Ça isole du sol. Par contre, le ciment est connecté à la terre. Donc parfois, les trottoirs sont en ciment et sont bien connectés à la terre. Bon, bref, c'est tout un sujet absolument fascinant, en tout cas la connexion à la terre. Et ça fait partie des très nombreux outils qu'on peut mettre à sa disposition pour avoir une meilleure santé et puis être un battant, quoi, j'ai envie de dire. Alors ensuite, s'inspirer des zones bleues. Alors les zones bleues, c'est 5 ou 6 micro-régions où il y a des phénomènes de longévité extraordinaires. C'est des endroits où il y a quelque chose, les gens ne meurent pas assez par rapport à ce qu'on attend. La personne qui a donné ce terme zone bleue, c'est un Belge, un professeur d'université de l'université de Louvain, l'université catholique de Louvain, l'UCL, il me semble, en Belgique. Et donc, il s'est rendu en Sardaigne. Alors, je pense que ça va... Ah oui. Voilà, c'est la région de Barbagia, en Sardaigne. Il s'est rendu là avec un sarde. Et ils ont fait le tour de quelques villages où il y avait vraiment des gens qui vivaient très longtemps et ils ne comprenaient pas pourquoi il y en avait autant. Et en fait, il a appelé ça zone bleue. Alors, ça n'a rien de poétique, hein, mais je vous donne l'explication. C'est parce qu'ils ont entouré au stabilo bleu les villages où il y avait un phénomène de longévité intéressant. Voilà. Et donc, ils se sont rendus compte qu'il y avait un petit coin de la montagne sarde où il y avait vraiment quelque chose au niveau de la longévité, de la bonne santé. Et puis, en faisant leurs recherches, ils ont vu que l'île d'Ikaria en Grèce, c'était le cas aussi. Alors, les îles d'Okinawa, je dis les îles parce que c'est un archipel avec quelques îles. Il y a une île principale et quelques petites îles. Mais en tout cas, c'était une zone bleue à une époque a priori. Ça ne l'est plus depuis une vingtaine d'années. Et puis, la péninsule de Nicoya, au Costa Rica, il y a un phénomène de longévité très, très intéressant, ainsi que dans la ville de Loma Linda, en Californie. Et enfin, c'est celle qui est apparue en premier, mais c'est celle qui a été découverte en dernier, tout récemment, en avril 2023, c'est la Martinique. Il y a beaucoup de centenaires en Martinique. Il y en a 4 fois plus en proportion qu'en métropole. Et donc, il y a vraiment un phénomène là-bas. Alors, on pourrait dire, ah oui, mais il y a toutes ces histoires de chlordécone, donc un pesticide qui a été utilisé dans les bananeraies pendant très longtemps, il y a tout un scandale là-dessus. Sauf que les centenaires actuels, ils étaient en retraite au moment du chlordécone, donc ils n'ont pas été touchés directement. Par contre, les travailleurs qui ont suivi après, qui peut-être ont commencé à être en retraite maintenant, ceux-là, il est possible que leur longévité soit moins élevée que les anciens. Mais en tout cas, il y a beaucoup de centenaires, il y a une concentration anormalement élevée de centenaires en Martinique. Alors maintenant, voilà, bon, là, c'est une photo que j'ai prise avec Pachito, un petit monsieur de 100 ans qui faisait du cheval tous les jours. Hein. Il allait voir ses amis à droite à gauche avec son cheval, incroyable. Voilà. Donc, oui.
Ah non, c'est Okinawa qui n'est plus une zone bleue, c'est au Japon. Parce que, en fait, l'explication qu'on pourrait donner, c'est que y a des bases américaines. En fait, c'est une île où il y a plein de bases américaines. C'est de là-bas qu'ils ont attaqué le Vietnam, il me semble, les Américains. Ils étaient postés à Okinawa. Et donc, il y a énormément de militaires américains. Et donc, ils sont venus avec leur fast-food, avec leur mode de vie. Et ça a quand même pas mal contaminé la culture locale. Et donc, maintenant, c'est une île où il y a le plus fort taux de diabète et de maladies cardiovasculaires au Japon. Ouais. Les choses changent, hein, c'est dommage, hein, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Et voilà, là, c'est Dan Buettner qui a fait connaître ce terme de zone bleue, qu'il a popularisé dans son best-seller. Voilà. Et lui, c'est un explorateur du National Geographic. Voilà. Donc, c'est quoi les 7 piliers de santé des zones bleues? Alors, après, il y a débat hein, sur tout ça, mais n'empêche qu'il y a quand même des choses qui ont l'air d'être à peu près similaires dans ces différentes zones. C'est que déjà, il y a une alimentation très fortement végétale. J'ai pas dit qu'ils étaient forcément végétariens, voilà, mais n'empêche qu'ils mangent peu de viande en général, ou de poisson, et même souvent, par exemple en Sardaigne, dans la petite micro-région où les gens vivent longtemps en bonne santé, mais ils ne mangent pas du tout de poisson. Ils sont dans le coin de montagne, et j'ai vu plein de gens très âgés, ils m'ont dit « j'ai jamais mangé de poisson de ma vie ». Ils sont pas loin de la mer, hein. On la voit même de chez eux. Sauf que c'est des pentes pas possibles, c'est des routes sinueuses pendant 30 ou 40 km. Donc les gens, en fait, ils vont jamais à la mer, hein, et ils n'ont pas du tout d'habitude de manger des produits de la mer. Voilà. En fait, c'est plutôt des bergers qui avaient des chèvres et des moutons plutôt, qui faisaient du fromage, les petits messieurs, là, les petits centenaires, et ils mangeaient des produits locaux, tout simples. C'est vraiment des choses très simples qu'ils mangent. Hein. Ça ne ressemble pas beaucoup d'ailleurs à ce qu'on pense être le régime méditerranéen. C'est où on imagine qu'il y a plein de poissons, etc. Là, pas du tout. Hein. Pas du tout. Je vais revenir un petit peu après sur d'autres caractéristiques alimentaires. Alors, très peu de produits laitiers issus du lait de vache aussi. Et puis, par contre, ils mangent des légumineuses. Donc, on a par exemple du soja à Okinawa ou à Loma Linda, donc en Californie, des haricots rouges ou noirs à Nicoya, au Costa Rica, des haricots et des lentilles à Icaria en Grèce, et des haricots et des pois chiches à Barbagia, donc en Sardaigne. Donc, il y a des légumineuses. Alors, c'est marrant parce que y a des courants qui, justement, disent attention, il y a les petits, je sais plus exactement, je crois que c'est ça, il y a des gens qui disent attention, légumineuses, c'est hyper dangereux pour la santé, il faut surtout pas en manger. Je suis désolé, mais les régions où on voit, factuellement, des phénomènes de longévité, ils en mangent. Je ne peux que attester ça. Voilà. Après, voilà, chacun y va avec sa théorie, mais en tout cas, c'est ce qu'on voit. Exercice physique de basse à moyenne intensité très fréquent. Donc ça, en fait, les gens, ils n'arrêtent pas parce qu'ils vont voir leurs amis à droite à gauche à pied. C'est des petits villages. Parfois, c'est très très en pente. Donc, on fait 100 mètres. Faut les monter, hein, les marches. Parfois, c'est des coins où il y a un relief hallucinant. Et donc, ils sont tout le temps, ils font du jardinage, ils montent dans les arbres, ils font plein de trucs tout le temps. Et puis, moi, ce que j'ai remarqué beaucoup, c'est humour, simplicité, joie de vivre. Ça, c'est à chaque fois que j'ai vu des centenaires en forme, c'était toujours des gens très marrants et très simples. J'adorais parler avec ces gens parce qu'à chaque fois, je savais que j'allais me marrer. Et donc, peu de stress. Et je pense que ce qui peut expliquer ça aussi, c'est que quelqu'un qui est marrant, qui est sympa, j'ai envie de dire, tout le village va être sympa avec, ils vont passer le voir, ils vont demander comment ça va. Alors que si on est grognon et qu'on n'aime pas parler aux gens, on va être un peu isolé et puis on peut se laisser plus facilement dépérir, hein, au-delà d'un certain âge en tout cas. Il y a des liens forts dans ces communautés aussi. Voilà, les personnes âgées dans les zones bleues, elles voient du monde tous les jours, et puis elles peuvent compter sur leur famille. Et très souvent aussi, c'est des endroits où il n'y a pas de maison de retraite. On ne met pas les anciens en maison de retraite. Voilà, c'est pas dans la culture. Et puis enfin, alors, voilà, il y a peut-être cette idée de connaître sa mission. Pourquoi on est là? Donc, il y a un terme qui est devenu assez connu récemment, Ikigai. Voilà, ça vient d'Okinawa. Et Dan Buettner, il en parlait dans son bouquin depuis déjà une quinzaine d'années. Puis tout d'un coup, je sais pas, c'est devenu à la mode. Ça m'a un peu surpris. Je connaissais le mot aussi, mais tout d'un coup, les gens parlaient de leur Ikigai. Au Costa Rica, on parle de plan de vida, donc de plan de vie. Et souvent, c'est des choses très simples. Hein. C'est juste être présent, faire à manger pour sa famille, bien s'occuper du jardin. Ça peut être des choses hyper simples. Hein. C'est pas forcément des missions incroyables de sauver l'univers. Hein. C'est pas ça. Alors maintenant, rapidement, je vais parler de l'eau de mer pour la santé. Alors, vous connaissez peut-être ce qu'on appelle le plasma de Quinton, c'est de l'eau de mer filtrée, diluée. Alors, il se trouve que notre plasma sanguin, quand on regarde sa concentration en minéraux, c'est quasiment proportionnel, 3 fois moins que ce qu'il y a dans l'eau de mer. Voilà, en gros, il y a 4 fois moins, pardon. Il y a 9 grammes de sel par litre du plasma sanguin, et il y a environ 35 grammes par litre
de sel dans l'eau de mer. Mais en fait, quand je dis sel, je parle de tous les sels. Donc il y a du chlorure de sodium, mais il y a aussi il y a des chlorures de magnésium, il y a plein de trucs comme ça. Et en fait, on retrouve quasiment, c'est juste que c'est 4 fois plus concentré dans l'eau de mer. C'est hallucinant. Et donc, quand on boit de l'eau de mer diluée, quand on a de l'eau de mer et qu'on la dilue, donc on met 1 volume d'eau de mer pour 3 volumes d'eau fraîche, d'eau de source, pardon, eh bien, on a quasiment une concentration, la bonne concentration minérale pour du plasma sanguin. Et c'est comme ça que René Quinton, au début du XXe siècle, c'est lui qui a découvert ça. Il a vidé le sang d'un chien, qu'ils ont tous appelé sodium après. Il l'a vidé jusqu'à ce que le chien fasse un coma, hein, donc il n'y a plus de sang quasiment. Et après, il lui remet de l'eau de mer diluée, à la bonne dilution. Et ben, non seulement le chien revit rapidement, mais en plus de ça, il est en meilleure forme qu'avant. Il a remplacé le sang du chien par de l'eau de mer diluée. Et donc c'est un truc de fou. Et même, alors j'ai fait une émission récemment avec Vincent Reliquet, qui est un médecin à Tourcoing, dans le nord de la France, et qui lui a découvert les bénéfices extraordinaires du plasma de Quinton. Alors lui, ce qu'il fait, c'est qu'il en injecte, c'est du sous-cutané, hein, c'est rien de compliqué, hein, donc des injections sous-cutanées d'eau de mer diluée, donc de plasma de Quinton. Alors, quand on appelle ça plasma de Quinton, en général, c'est des ampoules qu'on achète, c'est d'ailleurs un petit peu cher. Et bon, lui, il prend ça en tout cas, et il traite très efficacement des problèmes d'hernie discale, d'arthrose, même de névralgie faciale, de plein de problématiques articulaires. Il a des résultats extraordinaires. Et ce n'est pas des histoires d'infiltration, des trucs qui font super mal et qui ne marchent pas. C'est de l'eau de mer, c'est tout bêtement de l'eau de mer. Donc c'est assez hallucinant. Mais ça, c'est une première... Pardon ? C'est pas interdit, mais ceux qui le font se cachent. Exactement, c'est ça. Non, mais c'est... Oui, non, la France, c'est un pays vraiment très... Je l'ai dit, hein, c'est un pays très avancé dans le totalitarisme. Hein, c'est pour ça que je ne suis pas résident en France. Voilà. Mais comme je la connais bien, ça me permet de mieux la critiquer. Alors, mais aussi, on peut boire de l'eau de mer. Alors, si vous la buvez telle qu'elle, elle est trop concentrée. On dit qu'elle est hypertonique. Quand on la ramène à la dilution du plasma sanguin, on dit qu'elle est isotonique. Mais bon, on peut quand même boire de l'eau de mer. Et donc, ah oui, donc moi j'ai fait une émission avec une dame qui se fait appeler Valérie Plein Sud sur Telegram. Et donc elle boit de l'eau de mer depuis 2017. Donc quand je dis qu'elle boit de l'eau de mer, en fait elle en boit 1,5 litre par jour, mais diluée, attention. Donc ça veut dire qu'elle prend 400 millilitres et qu'elle complète avec de l'eau douce. Mais n'empêche qu'elle fait ça. Alors, ça se fait progressivement, on ne fait pas du jour au lendemain ça, parce que c'est une action nettoyante, l'eau de mer. Et elle avait des problèmes d'arthrose, donc elle n'a même pas fait d'injection de plasma de Quinton, elle a juste bu de l'eau de mer. Il se trouve qu'elle habite près de la Méditerranée, donc parfois elle va se baigner, elle nage un petit peu, elle prend de l'eau de mer, hop, après elle la laisse reposer 24 à 48 heures, parce que dans l'eau de mer, il y a plein de bactéries qui nettoient. En fait, l'eau de mer, c'est vivant. Donc il y a des bactéries, elles vont nettoyer tout. Donc si vous avez peur de la pollution ou quoi, vous laissez nettoyer pendant 24-48 heures et après vous avez un truc super propre. Alors il faut filtrer aussi quand même parce qu'on peut avoir des petits résidus, du sable, des algues, des machins. Vous mettez un petit filtre, un filtre à thé, un filtre peu importe, voilà. Et vous faites ce processus, vous laissez l'eau reposer. Alors quand on récupère de l'eau, il ne faut pas la récupérer juste à la surface parce qu'il y a des polluants à la surface, ni tout au fond parce que là c'est là qu'il y a les métaux lourds qui se déposent. Mais si vous êtes 30-40 cm en dessous, vous avez une eau qui est très bien. Il y a des poissons qui vivent dedans, il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher un vortex au milieu de l'Atlantique à 100 mètres de profondeur. Enfin, ça, c'est du marketing, il n'y a pas besoin de tout ça. Et donc, elle s'est mise à boire de l'eau de mer comme ça depuis 2017 et elle s'est guérie de plusieurs problématiques, notamment au niveau articulaire. Ça, c'était ses problématiques à elle. Voilà. Mais au Nicaragua, il y a une université, c'est Managua, je crois, la capitale. C'est donc l'université libre de... Pardon ? Alors, c'est pas Costa Rica, c'est au Nicaragua. Managua, c'est ça. Voilà, donc c'est bien à Managua. Et donc, elle, c'est une médecin, María-Teresa Hilary, elle est espagnole, mais elle habite au Nicaragua depuis longtemps. Puis il y a un autre médecin, je crois qu'elle s'appelle Rosa Quintalina. Et donc, elles enseignent à l'université la consommation d'eau de mer pour la santé, avec des résultats extraordinaires pour plein de choses. Là, elle parle de diabète, par exemple, mais ça a aussi des résultats sur l'hypertension. Ça paraît contre-intuitif, hein. Et pourtant, des résultats sur l'hypertension, enfin, sur plein de choses, des gens qui peuvent dissoudre des calculs rénaux, enfin, la liste, elle est longue comme le bras, en fait, ça sert à plein de choses. Mais donc, les gens, ils ont des programmes où il y a des camions-citernes remplis d'eau de mer, et en fait, les gens locaux, ils peuvent aller en chercher, gratuitement en plus, je crois.
Voilà. Donc ils viennent remplir leur jerrycan d'eau de mer et puis ils se font leur petit mélange à la maison et ils font leur eau de mer isotonique et ils la boivent. Et ça règle aussi plein de problèmes de malnutrition dans certaines régions qui sont un peu pauvres. Bah, les enfants qui étaient un peu rachitiques, pas bien, hop, à l'eau de mer, et ben là, ils pètent le feu. Voilà. Donc bref, alors après, il y a entre guillemets une variante parce que le chlore de magnésium, ça vient de la mer, hein, le nigari. Hein, on prend du sel de mer et puis on fait passer de l'eau dedans et puis ça fait tomber le sel NaCl, voilà, le chlore de sodium, et il reste du coup le chlore de magnésium et quelques autres choses, on appelle ça le nigari. Et cette dame, Marie Billy, elle est à Nice, elle était, à une époque, elle était adjointe au maire de Nice, à l'époque où il y a eu ce qu'on a appelé l'épidémie de chikungunya sur l'île de la Réunion. Donc, il y avait tout un truc, les gens étaient malades, ils avaient des courbatures gigantesques, ils avaient des douleurs pas possibles, il y en a plein qui étaient malades, qui avaient cette problématique. Et elle s'est dit, les chlores de magnésium, ça devrait marcher. Donc, elle avait accès aux fax de la ville de Nice, et elle a envoyé des fax depuis la ville de Nice à je sais pas, tous les bureaux à La Réunion ou je sais pas quoi. Enfin, en tout cas, il y a plein de gens qui ont vu ces fax arriver, les pharmacies, enfin tout. Et puis il y a des gens qui se sont dit, allez, ça nous coûte rien. Donc il y a eu une razzia du chlore de magnésium parce que ça se trouve en pharmacie, hein, le chlore de magnésium. Ça s'appelle le nigari en magasin bio, mais la version entre guillemets purifiée, c'est le chlore de magnésium dans les pharmacies. Et les gens, ils se sont traités comme ça en une journée ou en 2 jours. Ils arrêtaient complètement des symptômes qui parfois les invalidaient depuis des semaines. Donc ça a eu un succès énorme à tel point que elle a été embêtée comme pas possible, elle a dû démissionner de son poste d'adjointe au maire. Les freins de sa voiture ont été, comment on dit, sabotés, exactement. Enfin, voilà, parce qu'elle a eu une action très efficace sur soi-disant une épidémie ingérable et qui allait tuer tout le monde, et il fallait faire venir les renforts de la France avec des médicaments ou je sais pas quoi. Non, il y a des trucs comme ça qui marchent très bien. Et ça coûte rien en plus. Hein. Bref. Et puis il y a d'autres pistes comme la médecine orthomoléculaire. Alors, j'ai fait une émission avec Ilyes Barli, qui est un médecin algérien pour le coup. C'est le président de la Société internationale de médecine orthomoléculaire. Et la médecine orthomoléculaire, c'est quoi? C'est la médecine qui va soigner les gens avec des molécules qu'on va trouver soit directement dans le corps, soit naturellement dans l'alimentation. Simplement, on va donner ces molécules ou ces oligoéléments à dose thérapeutique. Donc la vitamine C, par exemple, on peut soigner plein de problématiques d'inflammation, de cancer, de je sais pas quoi, avec des hautes doses de vitamine C. Linus Pauling, qui a été prix Nobel de chimie et prix Nobel de la paix, a été un grand promoteur de la vitamine C et il lui-même prenait des doses importantes de vitamine C pendant des années et il est mort à 97 ans en super forme. Peut-être qu'il en peut aller plus loin, je ne sais pas, avec d'autres choses. Mais en tout cas, vitamine C, c'est un truc super. Vitamine D aussi, très souvent, on ne le sait pas, mais on est carencé. Et donc, comment on fait pour savoir? Il faut faire une prise de sang, il faut voir quel est son taux, etc. Et une fois qu'on découvre son taux, il explique dans cette émission comment on va remonter en calculant précisément la dose de vitamine D à prendre ainsi que les cofacteurs, parce que si on prend que de la vitamine D seule, le corps ne va pas être capable d'assimiler de la vitamine D. Donc, il y a une petite tambouille à faire, qui n'est pas très compliquée, mais il faut la faire. Et moi, j'ai testé, j'avais un taux de vitamine D qui était un peu bas. Bon, j'ai vécu depuis 2 ans en Estonie, je pense que ça n'a pas dû aider. Et puis, on fait le test 1 mois après, moi, c'était remonté direct. Donc, c'était hyper efficace. Voilà. Donc vitamine C, vitamine D, silicium, iode aussi, beaucoup de gens sont carencés en iode, c'est un gros sujet ça aussi. Et puis, j'ai envie de dire etc. parce que la liste est longue. Tout à l'heure, Isabelle parlait de schizophrénie qui pouvait être réglée par un psaume ou une chanson. Alors c'est vrai que c'est très comment dire, c'est extraordinaire si effectivement ça fonctionne. Et en tout cas, il y a un chercheur ou un médecin en médecine orthomoléculaire, un américain, Abraham Hofer, lui, il soignait les schizophrènes avec de la vitamine B3, la niacine. Il avait d'excellents résultats. Donc, il stoppait des épisodes de schizophrénie avec simplement la prise de cette niacine, donc cette vitamine B3, à haute dose. Donc, il y a plein de trucs qui marchent en fait. Simplement, on est dans un dogme et une vision sectaire de la santé qui nous est imposée aujourd'hui, qui nous rend pas libres du tout, qui nous rend dépendants, qui nous rend tributaires du bon vouloir des autorités médicales. Et ça, c'est à mon avis un des enfermements qu'on doit faire éclater un moment, forcément.
Voilà. Voilà, donc après, il y a plein d'autres choses. Il y a l'argile, il y a l'huile de ricin, il y a les problèmes. Alors ça j'adore. Enfin, j'adore. C'est hyper intéressant, c'est que beaucoup de gens ne savent pas, mais quand on met des matériaux étrangers en bouche, donc des plombages, mais aussi des céramiques, des implants, que sais-je, hein, tout ce qu'on peut mettre en bouche comme ça, si on ne fait pas de test de tolérance, c'est pile ou face. Soit on tolère et tant mieux, ou on tolère à peu près et il ne va pas y avoir de problème, soit on ne tolère pas et là le corps peut réagir très très mal. Tellement mal qu'il y a des gens qui peuvent avoir, on va appeler ça de la fatigue chronique, en tout cas fatigue chronique et beaucoup de douleurs articulaires, des douleurs des cervicalgies, des lombalgies peuvent être liées à des problèmes qui viennent de dents, ou en tout cas de matériaux dentaires étrangers en bouche. J'ai fait cette émission avec Gérard Dezet, qui est un dentiste à Toulouse, qui a découvert ça il y a une vingtaine d'années, je pense à peu près, et c'est prodigieux. On peut tester avec des tests kinésiologiques, justement, notamment comme le test de la pince, là, que tout à l'heure a montré Isabelle. Donc lui fait ça, et pas beaucoup de gens malheureusement le font aujourd'hui encore, mais en tout cas, on peut déterminer comme ça qu'est-ce qui est bon ou pas en bouche. Et ensuite, éventuellement, éliminer ce qui est problématique, mettre à la place les matériaux que l'on tolère et se débarrasser parfois instantanément de problématiques. Il y a des vidéos sur son site à GR2Z où il y a des gens, il leur fait toucher une dent sur laquelle il y a une couronne qui est pas bonne. Les gens ont l'impression qu'ils se font électrocuter. Ils bougent dans tous les sens comme ça, juste en touchant une dent parce qu'elle n'est pas bonne. Et après, il va changer le matériau qui est problématique pour mettre autre chose. La personne, elle sort de son fauteuil roulant. Il y a des gens qui se retrouvent en fauteuil roulant à cause de problématiques de métaux ou de matériaux en bouche, pas forcément métaux, qui posent problème. Voilà. Donc, il y a plein de choses comme ça à découvrir. La santé, c'est un sujet, c'est infini. On peut plonger dedans et ne jamais en sortir tellement il y a de choses. Mais c'est juste fascinant. Et puis, voilà, argile, huile de ricin. Alors, j'ai pas parlé du MMS, du CDS. C'est des mots interdits en France, ça. Je pense que je dois dire ça en Suisse. Voilà, le jeûne, interdit en France aussi, en tout cas thérapeutique. Voilà. Même la sieste, hyper intéressant pour la santé. C'est interdit, ça? Ouais, bon. Alors, MMS, c'est un mot, malheureusement, c'est un mot très mal choisi, je pense, par la personne qui a mis ce mot. Ça veut dire, en anglais, c'est Miracle Mineral Supplement, donc un supplément minéral miraculeux, en gros. Bon, c'est américain, donc il y a du marketing forcément derrière, mais en gros, c'est du dioxyde de chlore qu'on peut obtenir en faisant réagir du chloride de sodium avec un acide. Voilà. Alors c'est un gaz qui se dissout très bien dans l'eau, mais qui n'est pas stable, etc. C'est pas très compliqué, mais ça demande un tout petit peu de manipulation. Et le CDS, c'est la version entre guillemets moderne que Andreas Kalker, qui est il n'est pas médecin, je crois, mais en tout cas, il est allemand à la base, il me semble. Il a vécu en Suisse à une époque, et maintenant il est plutôt en Espagne. Et donc lui, Andreas Kalker, K-A-L-C-K-E-R, lui, il promeut ce CDS qui est en fait du dioxyde de chlore qu'il a fait ensuite redissoudre dans de l'eau. Donc il élimine par ce biais tous les résidus qu'on aurait dans le MMS qui est juste en fait le dioxyde de chlore et tout le reste qui résulte de la réaction de l'acide sur le chloride de sodium. Bref, voilà. En tout cas, avec ce MMS et CDS, on a des résultats aussi spectaculaires. Quand Jim Humble a découvert le MMS, en fait, il s'est rendu compte qu'il guérissait à 100% la malaria en quelques heures. Alors, ça marche très bien l'Artemisia aussi, bien sûr, qui est là-bas. Mais à l'époque, il ne connaissait peut-être pas, c'était pas la mode, c'était dans les années 90, il était en Guyane française, et il s'est guéri lui, puis il a guéri tout le monde avec ces petites gouttes de chloride de sodium activées avec de l'acide. Donc voilà, et ça sert pour plein de choses, c'est un sujet vraiment fascinant. Voilà, etc., etc. Donc j'ai envie de dire, voilà, ça, c'est plein de pistes. Il y en a des milliers, certainement, des pistes. Bon, après, c'est pas toujours simple d'avoir accès aux bonnes informations. Il y a un tri à faire. Et bon, en tout cas, dans tous les cas, moi, je pense que devenir maître de sa santé et être libre, c'est quasiment indispensable si on veut être libre. Ou sinon, on va tout le temps risquer, je pense, au moindre pépin de santé qui peut arriver. Alors, je ne parle pas de traumatisme. Un traumatisme, ouais, vaut mieux aller aux urgences, à l'hôpital. Voilà. Mais au moindre pépin de santé, on peut se faire avoir par des discours des autorités médicales qui sont contraires à ce qui est véritablement bon pour nous. Et donc, voilà. Donc, devenons maîtres de notre santé et soyons libres. Et voilà. Bon, pour ceux qui sont intéressés par ces trucs-là, c'est des épisodes de mon club privé santé. Pour y accéder, c'est par ce lien-là. bit.ly/CPS en majuscule archive.
en minuscule avec un S. Bon, j'ai commencé ça au mois de juin 2022 avec Jade Allègre, qui est une médecin française qui promeut l'argile thérapeutique. Elle s'est fait embêter parce que c'est pas bien de dire aux gens qu'ils ont le droit de prendre de la poudre d'argile dans de l'eau. Hein. C'est du terrorisme, pour les Français en tout cas. Et donc voilà, mais elle est extraordinaire. Et voilà, il y a plein de sujets comme ça que j'ai explorés. Et puis là, ce mois-ci, c'était sur le CBD. Voilà. Oui, on a vu quoi d'autre? Ouais, les plantes, la chimie naturelle. La chimie naturelle, c'est avec le soufre, le sel et le plâtre. On peut faire plein de choses avec ça pour la santé. Le magnésium, le froid, l'aromathérapie holistique, la sieste thérapeutique, le bain dérivatif avec France Guillain, si vous connaissez peut-être. Les bienfaits de l'homéopathie au quotidien, donc c'était avec Martine Gardenal, hein, qui est l'actuelle depuis 2 mois, présidente de la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations. Voilà, Sens des mots et des maladies avec Michel Odoul, qui a fait son best-seller Dis-moi tu as mal, je te dirai pourquoi. Et médecine des fleurs, bref, plein de sujets fascinants. Et voilà, je vous remercie beaucoup et bonne santé à tous.